Et pour parler de physiologie de la vision, eh bien, il faut parler tout simplement de la lumière. Et de la lumière, vous devez savoir qu'elle est ondulatoire, mais qu'elle contient aussi des particules qu'on appelle des photons. Et ces photons contiennent une énergie qui dépend de la période ou de la fréquence de ces photons. Et cette énergie, eh bien, elle est absolument primordiale dans la vision parce que c'est elle qui va permettre aux photorécepteurs de comprendre l'information. Et donc, ils vont être sensibles à certaines ondes. Ils vont donc transformer cette énergie en un message électrique qui va être envoyé au cerveau. Or, le message électrique, c'est le seul message compréhensible par le cerveau. Alors, cette lumière, avant d'arriver à l'œil, elle peut subir un certain nombre de modifications. Elle peut être réfléchie comme en 1, réfractée comme en 2 ou diffractée comme en 3. Alors, pour pouvoir parler d'ambiance lumineuse, eh bien, il faut qu'on puisse évoquer un certain nombre de caractéristiques de notre ambiance. D'abord, les flux lumineux qu'on exprimera en lumen, l'intensité lumineuse qu'on exprimera en candela, l'éclairement en lux. Alors, vous pourrez utiliser en TP des luxmètres pour déterminer les éclairements. Et puis, pour déterminer la quantité de lumière qui arrive à l'œil, on va parler de la luminance. On va utiliser des luminancemètres et on pourra déterminer le nombre de candélas par mètre carré qui nous parvient. Toute l'idée de notre vision, toute la problématique de la vision, c'est de se dire mais comment je peux voir un objet, comment je peux être capable de dire ça c'est un avion et comment je suis capable de dire mais où il est, d'où il vient, vers où il va. Donc notre système visuel va décortiquer cet objet, il va le décortiquer en plusieurs caractéristiques, d'abord ses formes, ses couleurs, son orientation et ses mouvements. Chacune de ces caractéristiques va être analysée dans des zones différentes du cerveau, par exemple ici V1, V4, V5, etc. Donc il va falloir que l'on comprenne comment est-ce qu'on passe d'un champ visuel à une sensation visuelle. Je suis capable de dire que c'est un avion, je suis capable de dire qu'il est là, qu'il vient vers ici ou vers là. Je vais donc devoir parler de l'œil, du thalamus, qui va traiter les informations, mais de manière inconsciente, pour par exemple nous permettre de nous adapter à l'éblouissement, et puis du cortex visuel. Constatons ici que le champ visuel représenté en rouge est perçu par les deux yeux, de même que le champ visuel droit en vert perçu par les deux yeux, mais que, regardez, les messages visuels sont envoyés par un nerf vers le cerveau qu'on appelle les nerfs optiques. Les deux nerfs optiques vont se croiser à un endroit qu'on appelle le chiasma optique, et à cet endroit-là, toutes les informations du champ visuel droit vont aller vers le demi-cerveau gauche, et toutes les informations du champ visuel gauche vont aller vers le demi-cerveau droit. Et donc, le demi-cerveau droit va traiter des informations du champ visuel gauche et inversement. Alors, parlons de l'œil. L'œil, c'est un système optique. Donc, à l'avant de l'œil, on a un système optique avec une lentille dont le rond de courbure ne change pas, on l'appelle la cornée, protégée par une conjonctive qui est une muqueuse transparente. Derrière, on a du liquide. Ensuite, on a un diaphragme représenté ici en vert qui est l'iris. L'iris qui va donc permettre d'ouvrir ou de refermer la pupille. Derrière, on a une deuxième lentille, par contre, qui elle peut changer en rayon de courbure et donc qui va permettre de nous accommoder et de faire que l'image va être nette. Ce cristallin peut être soit plutôt aplati, soit plutôt rond. Ça va dépendre du ligament qui se trouve ici et de la tension du ligament. Et la tension du ligament dépend des muscles ciliaires qui vont être plus ou moins contractés. L'image va se former en arrière de l'œil. Pour qu'elle soit nette, il faut qu'elle se forme sur la rétine, pile sur la rétine, là où se trouvent nos photorécepteurs de tout à l'heure. Au niveau de la rétine, on a une petite zone qu'on appelle la fovea, qui est la zone que vous voyez d'une manière très nette au niveau de votre champ visuel. Par exemple, si vous lisez fovea ici, c'est que fovea, l'image de ce mot-là se forme pile sur votre fovea. Derrière la rétine, il faut qu'on ait un système qui capte tous les photons qui n'ont pas été arrêtés par la rétine, parce qu'il ne faut surtout pas qu'ils se réfléchissent sur les tissus postérieurs, parce qu'ils risqueraient de revenir de repasser par la rétine et de réactiver la rétine, ce qui ferait une double image, donc qui donnerait quelque chose de flou. Donc on a ce qu'on appelle un corps noir qui capte tous les rayons lumineux, on appelle ça la choroïde. Et puis on a,
pour donner la forme de l'œil, la sclérotique. La sclérotique est donc un tissu relativement dur. Toutes les informations visuelles perçues par les photorécepteurs vont transiter vers une zone de l'œil qu'on appelle la tache aveugle, une zone où il n'y a pas de photorécepteurs. On va revenir dessus. Ces informations vont repartir vers le cerveau par le nerf qu'on appelle le nerf optique. Il y en a un pour l'œil droit et un pour l'œil gauche. Chaque œil peut bouger grâce à des muscles dont on reparlera aussi tout à l'heure. Alors la tache aveugle, pour vous montrer qu'il y a vraiment une zone où il n'y a pas de photorécepteur, il vous suffit de fermer l'œil droit et que votre œil gauche vise la lettre G. Vous rapprochez ensuite doucement de votre écran et vous allez voir que la lettre D va disparaître. Lorsque l'image de cette lettre D se forme pile là où il y a la tache aveugle, alors vous ne le voyez plus. Et vous réouvrez votre œil et vous verrez qu'au final, il n'y aura plus de point noir au niveau de votre vision. Et en fait, pas de point noir parce que votre cerveau recrée dans tous les cas une image sur cette zone aveugle. Même quand vous fermez un œil, vous ne voyez pas le point noir. Donc cette expérience vous a permis quand même de démontrer sa présence. Donc maintenant qu'on a compris le fonctionnement, enfin l'anatomie de l'œil, on va pouvoir parler du système optique et des réflexes associés. Car il nous faut 3 réflexes pour bien voir. Voir net, ça veut dire accommoder. Voir sans être ébloui, ça veut dire utiliser le réflexe photomoteur. Suivre une cible, ça veut dire utiliser le réflexe oculomoteur. Alors, sachant que notre œil va renvoyer toutes les informations qu'il perçoit au cerveau, notre cerveau va interpréter ces informations et on peut voir des choses qui n'existent pas, des mirages. Par exemple, on peut voir de l'eau dans un désert. Comment c'est possible? Classiquement, lorsqu'il ne fait pas trop chaud, chaque objet renvoie pour chacun de ses points des rayons lumineux rectilignes qui arrivent à l'œil. Mais quand il fait chaud, à ces rayons lumineux s'ajoutent des rayons lumineux courbes. Regardez ce rayon lumineux, il arrive à l'œil mais par le bas. L'œil va renvoyer ces informations au cerveau et le cerveau va interpréter quoi? Il va interpréter qu'on a bien un objet ici, du fait des rayons lumineux rectilignes, plus un objet qui vient du bas et qui est un peu déformé. Et donc il interprète ça comme une réflexion de l'image de l'objet dans de l'eau. Donc on pense qu'il y a de l'eau, c'est simplement un mirage. Alors notre œil, pour pouvoir voir quelque chose, on l'a dit, il faut que l'image qu'il crée se fasse pile sur la rétine. Des fois ça marche pas bien. Et puis par contre, des fois ça marche super bien, puisque vous êtes capable de regarder un objet qui est loin, qui se rapproche de vous, et vous voyez que vous accommodez votre vision pour que cette image se forme pile sur la rétine. Alors parlons de ces deux choses-là. Parfois ça marche pas bien. On va parler de la myopie et de l'hypermétropie. Donc on va parler du système optique et puis on reviendra sur le réflexe d'accommodation. Quand vous êtes myope, ça veut dire concrètement que votre image, elle se crée trop en avant de la rétine. Donc votre œil est trop grand. Donc on va mettre des lentilles concaves qui vont permettre de faire que votre image va se créer pile sur la rétine. Et puis si vous êtes hypermétrope, c'est l'inverse. Votre œil est un peu trop court, donc il va falloir une lentille convexe pour faire que votre image se forme pile sur la rétine. Alors maintenant, avec lunettes ou sans lunettes, si vous vous posez, vous êtes au repos, vous regardez dans le vague, en fait en regardant dans le vague, on a plutôt tendance à regarder au loin. Parce que quand on regarde dans le vague, ça veut dire que nos muscles ciliaires sont relâchés, que nos ligaments sont tendus, et donc que notre cristallin est aplati. Et donc on va avoir plutôt tendance à regarder au loin. Maintenant, quand on veut regarder un objet de près, il faut faire un effort. Il faut que les muscles ciliaires se contractent pour détendre les ligaments, pour que notre cristallin devienne un peu plus arrondi et permette d'avoir l'image de cet objet proche qui se forme pile sur la rétine. Ça, c'est le réflexe, on appelle le réflexe d'accommodation. Deuxième réflexe, le réflexe photomoteur, pour adapter la lumière qui rentre dans notre œil. Elle se fait grâce à l'iris, qui possède deux types de muscles, les muscles radiaires, donc en rayon. S'ils se contractent, la pupille s'ouvre. Si par contre ce sont des deuxièmes séries de muscles, des muscles cylindriques circulaires au niveau de l'œil, si ces muscles circulaires se contractent, alors la pupille se rétrécit. C'est ça qui va donner
la capacité de diaphragme à l'iris. Donc ce sont des petits muscles que l'on a au niveau de l'iris. D'où vient l'information comme quoi il faut ouvrir ou fermer la pupille? Tout simplement de ce qu'on voit. Regardez ici, vous avez votre œil, l'information va partir par le système optique, arriver au niveau du thalamus, donc là il n'y a aucune conscience, hein, repartir par un autre nerf qu'on appelle le nerf numéro 3, pour ordonner au muscle de l'iris ici de se contracter. Alors tel ou tel muscle, soit les muscles en rayon, soit les muscles circulaires, de manière à adapter la pupille à la quantité de lumière. Le réflexe oculomoteur va nous permettre, lui, de suivre un objet. Suivre un objet, eh bien, ça ne va pas se faire avec le nerf optique, mais ça va se faire avec 3 nerfs. Nerf numéro 3, nerf numéro 4 et nerf numéro 6. Prenons un exemple, vous êtes sur un bateau, vous voulez regarder un phare, mais votre bateau bouge. Comment est-ce qu'on va savoir quel mouvement des yeux avoir pour garder l'image du phare net, c'est-à-dire pour avoir l'image du phare qui se crée pile sur la fovea? Eh bien, grâce aux canaux semi-circulaires qui se trouvent dans votre oreille interne, qui vont indiquer à notre cerveau les mouvements de la tête. Et donc, par compensation, grâce au nerf 3 et au nerf 6 ici, dans l'exemple, eh bien, vont entraîner des mouvements des yeux qui vont compenser la rotation de la tête, les mouvements de la tête sur votre bateau. Donc on a une réponse coordonnée entre l'oreille interne pour l'équilibre et les muscles, les mouvements musculaires des yeux. Ces mouvements, donc, on parle d'adduction quand l'œil se déplace vers le dedans, d'abduction vers l'extérieur. On va avoir des mouvements d'abaissement de l'œil ou de lever de l'œil, et puis des mouvements plus curieux pour lesquels on n'y pense pas forcément. Ce sont des légers mouvements de rotation. Et grâce à ça, votre phare reste net, puisque son image se forme toujours sur la fovea. Dernière chose, je voudrais vous parler de la vision en 3D. Pour voir une vision en 3D, regardez ce dessin. Il faut des ombres, il faut une rupture de courbe, une taille différente de tel ou tel objet, une ligne de fuite ici, une autre ligne de fuite là. Ça nous permet de voir en 3 dimensions. Mais pour bien voir en 3 dimensions, l'idéal, c'est d'avoir une vision binoculaire. Puisqu'une vision binoculaire regarde un même objet à partir de 2 endroits différents, donc on voit au cerveau 2 images différentes. Et le cerveau va reconstruire l'image de ce que l'on voit à partir de ces 2 images-là. Donc, parfois, il peut se faire avoir. Alors, par exemple, on peut montrer une image au niveau d'un œil et une image juste au niveau de l'autre œil, et votre cerveau va recréer ces images. Une cage au niveau de l'œil gauche, un oiseau au niveau de l'œil droit, votre cerveau recrée un oiseau dans une cage. Il peut se faire avoir aussi ici, puisque en fonction de nos 2 images qui nous viennent de nos 2 yeux, des lignes de fuite, des ombres, etc., notre cerveau va interpréter de toute façon ce que l'on observe. Et donc ici, regardez, les lignes rouges qui sont parfaitement parallèles ne semblent pas parallèles. Donc on a bien une interprétation du cerveau. Puis la deuxième chose, regardez bien cet objet, regardez-le bien, et regardez tout de suite à droite, eh bien vous avez une certaine persistance rétinienne. Vous avez vu l'image persister un petit peu au niveau de votre rétine. Votre cerveau va recréer l'image à partir de ce qu'il reçoit à un temps t, plus de ce qui lui reste en mémoire au niveau de la persistance rétinienne et de votre cerveau. Nous parlerons sur la prochaine vidéo de la rétine, de l'information de la rétine à la sensation. À très bientôt.